Merci. Je vais envoyer une première question. On s'est parlé un petit peu tout à l'heure, puis on a convenu qu'on procéderait dans l'ordre. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement pour la sclérose en plaques, il y a 27 ans, ça ne rajeunit personne, on n'avait pas encore inventé la sclérose en plaques pédiatrique. Ça n'existait pas. Et c'est relativement récemment que c'est devenu, un enjeu et qu'on connaît maintenant des cas de jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y en avait pas avant ou on ne savait pas qu'il y en avait? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, il y ait suffisamment de cas pour qu'il y ait des cliniques spécialisées comme la vôtre? Alors, il y a d'abord une chose qu'il faut bien réaliser, c'est que pendant longtemps, l'enfant a été considéré comme un adulte en modèle réduit, en petite taille. Et donc, les connaissances qui avaient été développées chez des patients adultes pouvaient se transposer chez les enfants sans beaucoup de filtres et de modifications. Et naturellement, ce concept-là n'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a des particularités du développement de l'enfant, de la biologie des enfants, des mécanismes même, par exemple, de l'inflammation dans le cadre d'une maladie comme la sclérose en plaques, qui sont complètement différents quand on a moins de 18 ans que quand on a atteint l'âge adulte. Et donc, il y a un moment où s'est fait sentir le besoin de développer des connaissances qui soient vraiment spécifiques, appropriées, qui prennent en compte toutes les particularités des petits-enfants plutôt que de faire des transferts de connaissances. Et ce mouvement-là a pris corps au Canada grâce à la Société de la sclérose en plaques à partir de 2014, où grâce à Brenda Banwell, qui à l'époque était neurologue pédiatre spécialiste en sclérose en plaques à Toronto, aussi Kids Hospital, a monté pour la première fois un réseau international qui a réuni très rapidement plus d'une quinzaine de centres et qui a permis pendant plusieurs années de collecter presque tous les cas, les nouveaux cas chez les enfants de sclérose en plaques et d'amasser des connaissances qui n'avaient jamais été mises à jour, qui étaient complètement nouvelles et qui nous ont donné un nouveau portrait, une nouvelle connaissance de toutes les particularités pédiatriques de la sclérose en plaques qui ont vraiment défini l'identité de la sclérose en plaques. Et ça, c'est un travail canadien et qui doit beaucoup à la Société de la sclérose en plaques. Je ne veux pas monopoliser le micro, alors je vais peut-être laisser la parole à Marie-Emmanuelle sur ce sujet. Merci, Guillaume. Oui. Mais j'ose pas, je bois vos paroles. Alors. Ça va. L'autre chose aussi, je crois qu'il faut dire que 10% des adultes avec la sclérose en plaques avaient développé des symptômes bien avant 18 ans au questionnaire, qui ont peut-être passé sous couvert pour être soit relié au stress ou relié à une infection ou des choses comme ça. La présentation de la sclérose en plaques en pédiatrie est souvent aussi différente de la présentation en adulte. C'est plus multifocal. On va vouloir éliminer plus des trucs infectieux comme la méningite ou l'encéphalomyélite. Tandis qu'en adulte, c'est plus focal comme les névrites optiques ou les myélites transverses. L'avènement de l'IRM aussi a beaucoup changé nos critères diagnostiques. Auparavant, on avait des critères cliniques. Maintenant, on a des critères radiologiques qui ont aidé à mieux définir. À établir le diagnostic plus rapidement. Mais ce que je viens d'entendre, c'est que c'est peut-être un peu plus complexe à déceler chez les jeunes patients. Pourriez-vous un petit peu revenir là-dessus, Dr. Dilange? Excusez-moi, docteur. La complexité est plus dans le différentiel. Je crois qu'il faut éliminer certaines autres maladies qu'on n'a pas nécessairement à éliminer chez l'adulte. Donc, c'est le processus diagnostique. Le processus diagnostique, mais aussi l'examen neurologique chez un enfant de 5 ans, par exemple, n'est pas aussi complet qu'un examen chez l'adulte. Il faut se fier plutôt à l'observation qu'à un examen neurologique très, très complet. Donc, oui, c'est un peu comme tous les diagnostics chez l'enfant. C'est toujours un peu plus... c'est un travail de détective par rapport à ce qu'on trouve chez l'adulte. Donc, c'est un petit peu la même différence. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas... Est-ce qu'on connaît le nombre de cas de sclérose en plaques pédiatriques, mettons, au Québec?
c'est environ un nouveau cas pour 100 000 individus et par an, un peu plus, un peu moins. Ça signifie qu'environ 5% des scléroses en plaques commencent avant l'âge de 18 ans, avec quelques petites variations selon les pays. C'est peut-être un peu plus que ça, entre 5 et 10% même au Canada. Et ce qui est important aussi par rapport à la reconnaissance de la maladie plus précoce, c'est qu'évidemment, quand on ne la connaissait pas bien, quand on n'en parlait pas, souvent ces patients pouvaient rester dans leur région, dans leur petit coin et pas être identifiés rapidement. Grâce à cette étude canadienne et grâce à une diffusion rapide des connaissances et une meilleure formation des médecins et des collègues par rapport à l'existence de la sclérose en plaques pédiatrique et aussi à la création de cliniques spécialisées comme celle que nous avons ici, ces patients arrivent plus vite dans un centre qui est spécialisé, qui peut rapidement proposer des diagnostics, des traitements, élucider le diagnostic. Ce que je voudrais ajouter peut-être aussi par rapport aux particularités pédiatriques, c'est qu'au-delà des manifestations, je dirais, classiques chez l'adulte de faiblesse sensitive, motrice ou sensorielle, diminution de la vision, troubles d'équilibre, choses comme ça, chez les enfants, il y a un sujet dont on va sûrement parler au cours de la soirée parce qu'il est très pédiatrique, c'est le fait que la maladie se produit dans un organisme en développement, et notamment chez les enfants, bien sûr, qui sont en phase de maturation, d'apprentissage, et que l'impact de la maladie, contrairement à l'adulte dont le cerveau est déjà plus installé, va interférer beaucoup avec les capacités d'apprentissage scolaire et l'acquisition au sein du cerveau des outils pour apprendre, et va aussi avoir un impact psychologique qui est très différent de celui de la maladie adulte, notamment en termes d'anxiété, en termes de vécu au sein de la famille, en termes de dépression et d'autres aspects psychologiques, confiance en soi, relations avec les pairs, qui sont particuliers, spécifiques de l'enfant. C'est un point très important qu'on essaie de prendre en compte de plus en plus. Merci. Ma prochaine question serait peut-être pour Heather, justement, compte tenu de ce portrait-là que vous venez de faire, docteur. Est-ce qu'il y a un package de services qui sont offerts aux jeunes diagnostiqués? Non, il n'y a pas de package. Non. C'est très individuel. Oui. Si l'enfant est à une école primaire, secondaire, pour cégep, université, à cégep et université, on a des équipes de santé, mais les écoles primaires et les écoles secondaires, il n'y a pas des infirmières, il n'y a pas des personnes de santé pour aider. C'est toutes nous qui, dans la vie de les écoles, comment aider les enfants à l'école pour qu'ils puissent aller à l'école sans manquer des jours. Donc, you actually inform and train people in schools and in other environments where the young patient is going to. So you're working with the families who then help the school, and then we help. My role would be to go to the school, to go talk to the teachers, to explain to them the child's, whatever the child's issues may be, and whether that is that they need more time to do exams or they can be admitted from not doing physical education. Whatever the child needs, it would be then our role. But once they get to CEGEP and university, there's much more of a broader health team, especially when they get to university. Most universities have a good healthcare team to help with the issues that come up with needing more time for exams, or if the child is having issues with some depression, having some good help within the university. But before they get to that age, the primary and secondary schools really have very few resources. OK, thank you. Je peux peut-être ajouter. Oui, s'il vous plaît. que Heather a un rôle un peu d'éducation, mais aussi de prévention, en expliquant ce qu'on peut envisager, en prévoyant qu'il va peut-être y avoir des difficultés, il va falloir choisir une carrière, il va falloir peut-être changer ce qu'on pensait faire à l'école, des choses comme ça. Donc, il y a cette prévention-là ou cette éducation-là que notre infirmière en sclérose en plaques fait. C'est elle aussi qui fait toute l'éducation pour les médications. Et au Children's, on a créé avec Heather, elle est plus aussi fonctionnelle, mais une clinique de transition où est-ce qu'on prévoit la transition à l'adulte et où il y a des questionnaires spécifiques où est-ce qu'on va pouvoir demander à chaque étape à partir de 14 ans, si l'enfant est diagnostiqué avant ça,
c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi qu'il faut regarder pour l'école, c'est quoi qu'il faut regarder pour la santé en général. Est-ce que... donc, vous avez les jeunes jusqu'à quel âge? 18 ans. Donc, à 18 ans, on est un enfant. À 17 ans et 364 jours, on est un enfant. Oui. À 18 ans, on est un adulte. Puis la façon que les règles sont à l'hôpital, à 18 ans et un jour, on ne peut plus se présenter à l'urgence de l'hôpital de Montréal pour enfants. That's it. That's it. Alors, on gradue, si je peux dire, dans le merveilleux monde des adultes. Oui. Avec donc les cliniques de sclérose en plaques où on trouve des adultes. Est-ce qu'il y a d'autres cliniques pédiatriques que la vôtre au Québec? Actuellement, non. Notre clinique est structurée avec un groupe de neurologues pédiatres, une infirmière et éventuellement d'autres ressources si nécessaire. Actuellement, c'est une structure qui est unique au Québec. Ouais. Et alors, mais vous n'avez pas tous les patients pédiatriques du Québec. Les autres sont soignés où, comment? Les choses varient un petit peu selon les centres, mais il y a d'autres modèles de fonctionnement. Sans citer de centres spécifiquement, certains peuvent éventuellement confier à des neuropédiatres qui n'ont pas une équipe tout à fait aussi complète et peut-être expérimentée que la nôtre. Les patients les plus simples ou ceux qui ont les formes les moins agressives de la maladie, à des neurologues plus généraux qui ont une certaine connaissance de la maladie. Et souvent, lorsque les patients deviennent plus complexes, alors ils sont confiés à des neurologues d'adultes qui font naturellement un excellent travail, mais qui n'est peut-être pas tout à fait assez spécifiquement neurologique pédiatrique. Donc on fait vraiment la promotion du développement de cliniques neurologiques de sclérose en plaques vraiment adaptées, enracinées dans le monde pédiatrique pour les raisons que vous venez d'entendre. OK, merci. Est-ce que l'évolution de la maladie est différente chez un jeune? Est-ce que disons, vous prenez un nouveau diagnostic à 25 ans puis un nouveau diagnostic à 14 ou 15 ans, est-ce que le pronostic est très différent du simple fait de l'âge? Oui et non. En fait, on a eu l'impression initialement, en recueillant les premières données de l'étude, que les poussées étaient peut-être un peu plus espacées, notamment dans le début de la maladie chez les enfants comparativement aux adultes. Et donc, on a eu l'espoir que peut-être la maladie soit moins agressive et évolue moins vite chez certains patients vers certaines incapacités. En fait, c'est pas vrai parce que la maladie finalement évolue grosso modo sur le même rythme qu'adulte au fil du temps. Et comme les enfants, évidemment, commencent leur maladie plus jeunes, eh bien, ils vont atteindre des niveaux d'incapacité fonctionnelle neurologique plus tôt que les adultes. Donc, en gros, la maladie va finalement, au fil de la vie, être plus rapidement sévère et invalidante chez les enfants que chez les adultes. C'est un peu une déception actuellement parce que une des choses qui motivait beaucoup l'équipe à constituer une cohorte, une série d'enfants diagnostiqués tôt avec la maladie, c'était, au-delà de tout l'apport de connaissances très important que ça a pu avoir, c'était l'idée peut-être qu'en prenant la maladie très tôt et chez un adulte jeune et en appliquant des thérapeutiques le plus possible, en important là, des maladies qui avaient déjà fait leur preuve chez les adultes, peut-être on arriver à contrôler plus tôt et à stopper la maladie plus tôt et avoir c'est efficace. Pour l'instant, avec les molécules, je dirais, classiques qu'on utilise chez les enfants, on n'a pas obtenu ce résultat-là. Dr. Dilanche, oui. Peut-être un commentaire, c'est que par contre, chez les enfants, souvent, il n'y a pas de séquelles après une attaque. C'est des séquelles plutôt cognitives que des séquelles physiques. Puis vous avez peut-être vu le poster à l'extérieur, mais la fameuse échelle IDSS, là, qui est une échelle qui se base surtout sur les séquelles physiques, n'est pas appropriée pour la pédiatrie. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir essayer de faire, de trouver une mesure qui est plus appropriée pour mieux mesurer les séquelles
qui, au début, en tout cas, sont plutôt cognitives, apprentissage que physique, comme être en chaise roulante ou avoir de la difficulté à marcher. Et donc, ce que vous appelez les séquelles cognitives, ça va se traduire en difficultés d'apprentissage, par exemple? Oui, ou des difficultés mentales, là, dépression, anxiété, OK. etc. OK. Vous avez mentionné tout à l'heure la recherche, des projets de recherche spécifiques sur la sclérose en plaques pédiatrique. Est-ce que un ou plusieurs de vous trois pourraient nous donner un petit peu le portrait de quel est l'objet de ces recherches-là qui est spécifique à la population pédiatrique? Mais d'abord, ça a été de se lancer un peu, entre guillemets, dans le vide en utilisant certaines molécules qui avaient été démontrées efficaces chez l'adulte, comme l'interféron bêta, par exemple, ou le glatiramer-acétate, qui sont nos deux molécules de base, et finalement voir si les effets allaient être aussi positifs chez les enfants qu'ils ne l'ont été chez les adultes, et surtout si la tolérance et les effets adverses n'allaient pas être différents, et éventuellement même peut-être plus graves et plus embêtants chez les enfants. On ne savait pas quand on a commencé. Puis rapidement, on s'est rendu compte que ces molécules-là donnaient des résultats et avaient un niveau de sécurité qui était proche, identique, et avait une tolérance qui était semblable à celle qui avait été établie par l'expérience accumulée chez les adultes. Alors ça nous a donné des bons médicaments pour prévenir les poussées de la maladie, et ça a été une première étape de recherche, de voir l'applicabilité au fond des molécules utilisées chez les adultes, chez les enfants. Puis ce mécanisme-là s'étend maintenant à des nouvelles molécules plus agressives. Là, j'ai parlé de médicaments qui sont, on appelle plus immunomodulateurs, mais qui ne vont pas déprimer complètement l'immunité et créer, par exemple, des risques d'infection ou de complications graves. Maintenant, chez des enfants qui ont des formes plus agressives de sclérose en plaques, on va avec des médicaments qui sont plus forts, qui peuvent exposer les enfants à certains risques d'infection grave, mais qui, dans l'expérience qu'on accumule à travers le monde, et ça fait aussi l'objet d'une recherche donc spécifique pédiatrique, parce qu'encore une fois, ce qui est obtenu chez l'adulte n'est pas forcément vrai pour les enfants, semble aussi bien toléré. Mais maintenant, il y a des particularités aussi de difficultés de traitement chez les enfants. Et puis ça, je pense que Heather et Marie-Emmanuelle pourraient en parler mieux que moi, notamment en termes de tolérance de thérapie qui implique des injections régulières. Les aiguilles, les enfants n'aiment pas ça. En termes de suivi du traitement, notamment à travers l'adolescence, ce sont des difficultés qu'on ne rencontre pas ou beaucoup moins chez les adultes et qui sont très présentes chez les enfants. That was my next question. Do you have to plan treatment differently when it's a child compared to an adult, newly diagnosed adult? Depends on the child. If it's a child that's young, and then the parents are planning the treatment. If the child is older, and then it's the adolescent. And adolescents often think of today and not of tomorrow. So they're not thinking about what will be the implications should they stop their medications 10 years from now. So we often work with them for today, and we try to plan their teaching around their lifestyle. So, for example, some children prefer to take their injections if they're once a week on a Monday rather than on a Friday, because on the Friday they don't want to be tired for their social activities, but it's okay for school. So we have to work around what's best for them, because the bottom line is the idea is to whatever works for the child is going to get them to take the medication. So if you ignore all of that and say, well, you have to take them these days, then if that it's not going to work, they're just going to stop. And so we have a lot of discussions about what works for them and what's the best treatment for them, and they can try something. If it doesn't work, you have to look at other options. Do you find that you have to try more treatment strategies with young patients than with older patients? I mean, do you have more trial and error? I think it's the opposite. You need more treatment strategies with adolescents than you do with the young children. The young children, it just becomes part of their routine. The adolescent is, they're making decisions about life that are sometimes difficult decisions. They make decisions about alcohol, and so this is part of that. We talk about alcohol and other drugs as well. So I think that is a much more difficult population than the younger one, because there's a lot more have to be open. The conversations have to be open and frank.
And there are some conversations they don't want to have with their parents too. So, They'll have them with you? Yep. Yeah.